contrôlent pas entièrement, moins de 5% de commerce entre eux et des accords signés il y a 60 ans qui structurent encore leur architecture économique et sécuritaire. Bienvenue dans la CEMAC, la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Aujourd'hui, je veux poser une question inconfortable. Est-ce que l'Afrique centrale est encore gouvernée par des règles de 1960? Les accords économiques, sécuritaires, diplomatiques structurent-ils encore la souveraineté de ces États ou assistons-nous à la fin d'un ordre géopolitique hérité des indépendances? Et si oui, est-ce par contrainte ou par capacité à construire une alternative viable? Ce sont ces questions que cette chronique va tenter de poser avec les faits, avec les chiffres et avec la complexité qu'elle mérite. Alors, pour répondre à ces différentes questions, il faut d'abord comprendre ce qui a été construit et dans quel contexte cela a été construit. Je vais d'abord préciser le cadre. Quand on parle d'Afrique centrale au sens géographique, on parle de 11 pays, incluant la RDC, l'Angola, le Burundi, mais ce n'est pas notre périmètre aujourd'hui. Notre sujet, c'est la CEMAC. Il s'agit donc de 6 pays, le Cameroun, le Gabon, le Congo, le Tchad, la Centrafrique et la Guinée équatoriale. Ce sont ces 6 pays qui héritent directement des infrastructures mises en place au lendemain des indépendances. En 1960, ces pays accèdent à l'indépendance juridique. Mais dans quel contexte? Guerre froide, fragilité institutionnelle totale, pas d'armée nationale constituée, pas de banque centrale propre, pas de corps diplomatique formé. Ce que la France propose alors et ce que les nouveaux gouvernements acceptent volontiers, c'est une architecture de substitution basée sur 3 piliers: la monnaie, la sécurité et la diplomatie. Un système cohérent, construit pour durer, pas un accident historique, mais véritablement une construction. La question donc que cette chronique pose n'est pas était-ce juste ou injuste? La question est 60 ans après, est-ce que cela tient encore et pourquoi? Pour y répondre, il faut d'abord regarder ce qui s'est passé quand d'autres ont essayé de rompre avec cet ordre. Alors, ce n'est pas forcément dans notre périmètre strict, mais analytiquement, c'est indispensable de regarder ce qui s'est fait ailleurs parce qu'ils répondent à la question qu'est-ce que rompre coûte vraiment? Le premier cas, c'est le Zaïre. En novembre 1973, Mobutu annonce la zaïranisation, donc la nationalisation de tous les biens commerciaux et propriétés foncières appartenant à des étrangers, redistribués au fils du pays. Officiellement, la décolonisation économique. C'est donc comme une seconde indépendance. La réalité est beaucoup plus instructive parce que les entreprises nationalisées sont transférées en réalité à une élite politique mobutiste sans transfert de compétences de gestion et on assiste donc à la chute de la production. Les circuits commerciaux s'effondrent, les pénuries s'installent. 2 ans après, Mobutu est contraint d'engager une rétrocession partielle. Que la zaïranisation démontre, la rupture formelle avec le capital étranger sans capacité de gestion autonome préalablement construite produit du vide économique, pas de la souveraineté. Le deuxième cas, c'est le Burkina Faso. Entre 83 et 87, Thomas Sankara va opérer un refus des dictats du FMI, une autosuffisance alimentaire. Il va rompre avec la dépendance à l'aide extérieure. Il dit une phrase qui résonne encore: celui qui te nourrit te commande. Et les résultats sont réels. On a des campagnes de vaccination massives, accès à l'éducation, construction de logements, mais le modèle impose un coût social brutal, baisse de 30% du pouvoir d'achat des fonctionnaires en 5 ans. Et le 15 octobre 1987, Sankara est assassiné. Compaoré inverse immédiatement la politique avec un retour au FMI, un retour dans le système. Ce que le cas Sankara démontre, c'est que la rupture souverainiste sincère, sans base économique consolidée et sans protection politique durable, est structurellement fragile. Ces 2 cas posent pour la CEMAC une question qui reste entière. Les conditions structurelles d'une rupture viable ont-elles aujourd'hui changé? C'est avec cette question en tête qu'on peut maintenant regarder les 3 piliers de l'architecture postcoloniale et ce qui, en 2026, tient encore. Alors, commençons par le premier pilier qui est, selon moi, le plus symboliquement chargé. Il s'agit de la monnaie, le franc CFA. Regardons ce que les textes disent. La Convention de Brazzaville du 23 novembre 1972 fonde la BEAC et organise la coopération monétaire entre les 6 pays États membres et la France. Parité fixe, 1 € égale à 655 et des poussières de francs CFA. Garantie de convertibilité fournie par le Trésor français, centralisation des réserves de change. Ce que beaucoup ignorent, c'est que cette convention est juridiquement dénonçable. L'article 17 reconnaît explicitement la faculté
faculté de chaque État signataire de se retirer unilatéralement. La Convention a été révisée en 2008 et personne ne l'a dénoncée. Ce maintien dans le système n'est donc pas une contrainte juridique, c'est un choix politique répété à chaque cycle par les gouvernements en place. Ce qui déplace la question, non pas comment sortir d'un système qui nous retient, mais pourquoi est-ce que nous choisissons d'y rester? Sortir du CFA résoudrait-il le problème? La réponse honnête est pas nécessairement. Le Ghana, par exemple, il dispose d'une monnaie souveraine avec une forte volatilité. Le Nigeria aussi, mais avec une inflation qui est structurellement très élevée. La souveraineté monétaire formelle n'est pas une garantie de stabilité et encore moins de développement. Le vrai débat n'est pas la monnaie commune ou non, il est qui contrôle les instruments monétaires et pour quel objectif de développement productif. Passons maintenant au deuxième pilier, ce qui a le plus concrètement évolué ces dernières années. Il s'agit donc de la sécurité. Alors, sur le plan sécuritaire, quelque chose de structurel a changé. Pas vraiment symboliquement, mais juridiquement. Et il faut le dire clairement, l'accord de coopération militaire France-Cameroun signé le 21 février 1974 contenait une clause d'intervention possible en cas de crise intérieure. C'est-à-dire, la France pouvait intervenir militairement pour stabiliser un régime face à une menace interne. C'est ce mécanisme qui avait permis en 1964 de rétablir Léon Mba au Gabon après une tentative de coup d'État. C'est la géométrie sur laquelle s'est construite pendant des décennies la stabilité de certains régimes en Afrique centrale. En 2009, la France engage une révision globale de ses accords de défense avec 8 pays africains. Le Cameroun signe le premier accord révisé le 21 mai 2009, ratifié en 2012. La clause d'intervention en cas de crise intérieure est explicitement supprimée. Le nouvel accord est centré sur la formation et le renforcement capacitaire. Les chiffres confirment la trajectoire. 20 000 soldats français en Afrique en 1970, 6 000 en 2022, moins de 100 au Gabon en 2025, expulsion au Tchad, en Centrafrique, dernière grande base en Afrique de l'Ouest, Dakar, rétrocédée en juillet 2025. Mais la question que ce désengagement pose est exactement celle que Mobutu et Sankara ont posée autrement. Ce vide produit-il de l'autonomie ou est-ce qu'il crée un espace que d'autres s'empressent de remplir? C'est là que les données économiques deviennent décisives et elles révèlent quelque chose de plus profond que les accords eux-mêmes. Alors, il y a une donnée dans ce dossier qui devrait arrêter toute conversation sur les accords postcoloniaux. Une donnée qui dit quelque chose de plus profond que n'importe quel texte juridique. 50 ans d'union monétaire. Libre circulation des personnes et des biens formellement établis. Institutions communes, passeport régional, tarifs extérieurs communs et résultat, moins de 5% des échanges commerciaux de la zone CEMAC se font entre ses propres membres. On parle de 5% contre environ 15% dans d'autres ensembles africains. La CEMAC et la CEEAC visent aujourd'hui d'atteindre 9% comme objectif. Ce n'est pas un bilan, ça reste un objectif. Ce que dit ce chiffre analytiquement décisif, la dépendance structurelle de l'Afrique centrale n'est pas seulement l'héritage des accords signés avec la France en 1960 ou en 1972, elle est aussi le produit d'économies qui, par leur structure, se tournent vers l'extérieur, vers les marchés mondiaux des matières premières et pas vers elles-mêmes. Plus de 80% des exportations de la CEMAC sont concentrées dans les hydrocarbures et les produits primaires, selon le FMI. Les coûts logistiques intra-régionaux peuvent représenter jusqu'à 30% de la valeur des marchandises, selon la Banque mondiale. Ce ne sont pas des contraintes juridiques, ce sont réellement des contraintes structurelles. La vraie architecture de la dépendance n'est pas dans les textes des accords de 1960, elle est dans la structure productive des économies et dans la faiblesse persistante de leur intégration réelle entre elles. Et c'est précisément ce vide structurel que les nouveaux acteurs viennent aujourd'hui occuper. La France se retire. Très bien, dira-t-on, mais regardons qui entre. Et dans quelle logique? La Chine est aujourd'hui le premier partenaire commercial de l'Afrique avec 152 milliards d'euros d'échanges au premier semestre 2024. Au Cameroun, les infrastructures sont majoritairement construites et financées par des entreprises chinoises via Exim Bank China, les télécommunications via Huawei via ZTE. En septembre 2024, Xi Jinping a annoncé 45 milliards d'euros d'investissements supplémentaires sur 3 ans. On a également les Émirats arabes unis qui ont investi plus de 110 milliards de dollars en Afrique entre 2019 et 2023. En novembre 2023, la CEMAC a mobilisé 9,2 milliards d'euros
d'euros pour ces projets intégrateurs, notamment grâce au soutien des Émiratis, la Turquie, le Qatar, les États du Golfe. Ils s'installent dans les infrastructures, dans l'agro-industrie, dans les télécoms. Ces acteurs ne cachent pas leurs intérêts. La Chine finance les infrastructures avec des prêts liés. Chaque contrat désigne l'entreprise chinoise qui exécutera les travaux. Les Émirats investissent dans les corridors logistiques qui connectent l'Afrique à leurs hubs commerciaux. Ce ne sont pas des actes de solidarité, ce sont des stratégies. C'est ici que le concept de dépendance de trajectoire devient central. Ce n'est pas le texte d'un accord qui maintient une dépendance, mais c'est la structure économique qui se reconstitue sous de nouveaux parrains, avec de nouveaux mécanismes, mais selon la même logique des économies exportatrices de matières premières et importatrices de tout le reste. La question que je veux poser, pas pour y répondre à la place de quiconque, mais parce qu'elle semble fondamentale au regard de tout ce que nous avons dit. Est-ce que la multipolarité produit de la souveraineté ou est-ce qu'elle produit de la concurrence entre dépendances? Je vous laisse répondre, mais revenons quand même à la question posée en ouverture. La CEMAC est-elle encore gouvernée par les règles de 1960? Voici ce que les faits répondent. Quand on regarde Mobutu qui a tenté la rupture avec la nationalisation, il a produit le pillage et la faillite. Sankara a tenté la rupture par l'autosuffisance, il a été assassiné. La clause d'intervention intérieure a été supprimée en 2009. Les bases militaires ferment, la France se retire. Mais pourtant, le franc CFA est toujours là. Le commerce intra-CEMAC est toujours sous 5%. Les économies exportent toujours 80% de matières premières vers l'extérieur. Ce que l'histoire de ces tentatives enseigne, c'est que le problème n'a jamais été principalement juridique. Les accords de 1960 et de 1972 pouvaient être dénoncés. Ils ne l'ont pas été parce que les conditions d'une alternative viable n'avaient pas été construite. Le défi du 21e siècle pour la CEMAC n'est pas de choisir entre la France, la Chine, les Émiratis, entre le franc CFA ou une monnaie souveraine. Il est de construire les capacités productives, l'intégration économique réelle et les institutions durables qui rendent possible une souveraineté effective. Tant que le commerce intra-CEMAC reste sous 5%, la question des accords post-coloniaux est une question secondaire. La vraie contrainte est intérieure. Cette question, elle ne mérite pas un camp, mais elle mérite en réalité une stratégie des États membres de la CEMAC.